Au matin du 11 mai 1945, le soldat de première classe, John R. McKinney se réveilla avec un sabre japonais frappant son crâne. La lame creusa un sillon peu profond à travers son cuir chevelu avant que le soldat ennemi puisse terminer son mouvement. McKinney avait 24 ans, mesurait 1,70 m et pesait 59 kg. Il avait grandi en chassant les écureuils et les dindes dans les forêts de pins du comté de Screven, en Géorgie, où son père lui avait appris à tirer sur des cibles en mouvement sans utiliser de visée. Maintenant, à 12 800 km de chez lui, sur la côte de Luzon, 100 soldats japonais attaquèrent sa position dans l'obscurité précédant l'aube. Et McKinney avait exactement une arme fonctionnelle, un fusil M1 Garand, pesant 4,5 kg avec un chargeur en bloc de 8 cartouches. L'attaque eut lieu à la baie de Dingolan dans la province de Tayabas, où la compagnie A du 123e régiment d'infanterie avait établi une défense périmétrique autour d'un avant-poste côtier. McKinney et 2 autres hommes avaient manié une mitrailleuse légère M1919 A4 pendant la nuit. Ils avaient terminé leur rotation de garde 20 minutes plus tôt. McKinney se reposait au sol à 3 pas de l'emplacement de l'arme quand l'assaut japonais commença. La température était de 26 degrés Celsius. Une lune décroissante fournissait 70% d'illumination à travers une couverture nuageuse éparse. La canopée de la jungle filtrait le clair de lune en motif d'ombre qui rendait le mouvement difficile à détecter. Le soldat japonais avec le sabre avait rampé à portée de frappe pendant la dernière heure avant l'aube. McKinney sentit la lame avant de voir l'homme. L'impact fut assez oblique pour étourdir, mais pas pour incapaciter. Les mains de McKinney bougèrent avant que son esprit n'enregistre pleinement ce qui se passait. Il saisit son fusil. Le M1 Garand était posé en travers de sa poitrine. Il le balança comme une massue. La crosse frappa le visage du soldat japonais. L'homme s'effondra. McKinney actionna le mécanisme du fusil et tira sur un second attaquant qui chargeait depuis sa gauche. Le rapport du Garand craqua à travers la jungle. Le son déclencha du mouvement tout autour du périmètre. Plus de soldats japonais émergèrent de la lisière des arbres. L'un des compagnons de McKinney à la mitrailleuse avait été blessé dans l'assaut initial. Le 3e homme saisit le soldat blessé et le tira vers des positions plus sûres, à 36 mètres derrière l'emplacement de l'arme. Cela laissa McKinney seul. 10 fantassins japonais se précipitèrent vers la position de la mitrailleuse. Ils avaient répété cette manœuvre. 3 hommes fournirent un feu de couverture, tandis que 7 autres sprintèrent les derniers 14 mètres jusqu'à l'arme. Ils l'atteignirent avant que McKinney puisse intervenir. Ils saisirent l'arme et commencèrent à la faire pivoter de 180 degrés pour tirer dans le périmètre américain. McKinney sauta dans l'emplacement de l'arme. L'espace mesurait environ 1,80 m de large sur 1,20 m de profondeur, renforcé avec des sacs de sable et des troncs de palmiers. Les 10 soldats japonais étaient regroupés autour de la mitrailleuse. McKinney tira sur le premier homme à une distance de 90 cm. Il actionna le mécanisme du Garand et tira sur un second homme. Le mécanisme semi-automatique du fusil permettait des tirs successifs rapides. Il tira 7 fois en moins de 8 secondes. 7 soldats japonais tombèrent. Les 3 restants se tournèrent vers McKinney. Il n'eut pas le temps de tirer. Le Garand dans ses mains redevint une massue. Il balança la crosse du fusil dans la tête du soldat le plus proche. L'homme s'effondra. McKinney inversa le mouvement et frappa un second soldat à la gorge. Le 3e soldat se jeta sur lui avec une baïonnette. McKinney para avec le fusil, puis enfonça la crosse dans la poitrine de l'homme. Tous les 3 tombèrent. La mitrailleuse était maintenant inutilisable. La lutte avait endommagé le mécanisme d'alimentation. Des douilles usagées et du sang couvraient le sol de l'emplacement de l'arme. McKinney sortit et recula vers le périmètre. Il avait tué 10 hommes en moins de 2 minutes, mais l'assaut principal ne faisait que commencer. Plus de soldats japonais avancèrent à travers la jungle. McKinney pouvait les entendre se déplacer dans les sous-bois, cassant des branches, criant des ordres. L'attaque était concentrée sur sa section du périmètre. Les commandants japonais avaient identifié la mitrailleuse comme la position défensive la plus forte. L'éliminer créerait une brèche dans la ligne américaine. McKinney se mit à couvert derrière un arbre Dipterocarpus tombé à 18 mètres de l'emplacement détruit de l'arme. Le tronc d'arbre mesurait 1,20 m de diamètre. Il fournissait une couverture solide contre les tirs de fusil, mais pas contre les grenades ou les obus de mortier. McKinney vérifia son fusil. Le Garand contenait 8 cartouches dans son chargeur en bloc. Il avait tiré 7 cartouches pendant le combat à l'emplacement de l'arme. Une cartouche restait dans la chambre.
Il éjecta le chargeur partiel et en inséra un nouveau. Le chargeur fit un ping métallique distinctif en se mettant en place. McKinney avait 7 autres chargeurs dans les pochettes de sa ceinture, 56 cartouches au total. Les Japonais attaquant sa position étaient au nombre de 80 à 100 hommes. Les mathématiques n'étaient pas favorables. La vague suivante d'attaquants émergea de la jungle à 5 heures du matin. McKinney compta 15 hommes, avançant en ligne de tirailleurs lâches. Ils se déplaçaient prudemment, utilisant la couverture disponible, s'arrêtant derrière les arbres pour observer avant de continuer. C'était différent de la ruée initiale sur la mitrailleuse. Ces soldats étaient expérimentés. Ils avaient honte évalué la situation et adapté leur tactique. McKinney attendit jusqu'à ce que le soldat le plus proche soit à 36 mètres. Puis il tira. Le tir toucha au centre de masse. Le soldat japonais tomba. McKinney déplaça sa visée vers un second soldat à 32 mètres. Il tira autre touché. Les attaquants restants se couchèrent au sol. Ils avaient localisé la position de McKinney grâce au flash de sa bouche à feu. Les grenades japonaises commencèrent à tomber autour de l'arbre abattu. McKinney compta 4 explosions sans succession rapide. Les grenades étaient des modèles à fragmentation type 97, avec une fusée de 4 secondes et demie. Les explosions soulevèrent de la terre et des éclats de bois. Aucune ne tomba assez près pour causer des blessures, mais elles forcèrent McKinney à garder la tête baissée. Pendant qu'il était supprimé, les soldats japonais avançaient. McKinney pouvait les entendre se rapprocher. Il se redressa et tira 3 coups rapides. 2 touchés, 1 raté. Il se laissa retomber derrière l'arbre, tandis que les tirs de riposte sifflaient au-dessus. Les balles frappèrent le tronc d'arbre avec des impacts solides. Le bois de Dipterocarpus était assez dense pour arrêter les cartouches Arisaka de 7,7 mm à cette portée. McKinney se repositionna, resté dans une position, inviter le tir de mortier. Il rampa vers le nord le long de l'arbre tombé sur 9 mètres, puis recula vers le périmètre à travers une dépression dans le sol. La dépression était peu profonde, peut-être 45 cm de profondeur, mais elle fournissait une dissimulation contre l'observation au niveau du sol. McKinney atteignit un amas de gros rochers que la compagnie utilisait comme dépôt de ravitaillement. Des caisses de munitions étaient empilées derrière les rochers. McKinney saisit 2 bandoulières de munitions 30-06 et les passa en bandoulière sur ses épaules. Chaque bandoulière contenait 60 cartouches dans des clips chargeurs de 6 cartouches. Il avait maintenant 176 cartouches disponibles. Le poids des munitions ajouta 3,5 kg à son équipement. À 5h15 du matin, les obus de mortiers japonais à genouillères commencèrent à impacter la zone. Les mortiers étaient des lance-grenades type 89 avec une portée effective de 160 mètres. Les équipes japonaises s'étaient déplacées dans des positions qui leur permettaient de tirer par-dessus la cime des arbres dans le périmètre américain. Le premier obus tomba à 27 mètres de la position de McKinney. Le second obus tomba à 23 mètres. Les équipes de mortiers japonaises dirigeaient leurs tirs vers lui. McKinney bougea encore. Il sprinta sur 18 mètres vers l'est et plongea derrière un palmier. Le troisième obus de mortier frappa où il avait été positionné 3 secondes plus tôt. Plus de soldats japonais avancèrent. McKinney repéra du mouvement à la lisière des arbres à 55 mètres. Il compta 8 hommes. Ils étaient dispersés, maintenant des intervalles de 9 mètres entre chaque homme. C'était la doctrine d'assaut d'infanterie appropriée. McKinney visa le soldat de tête. Il contrôla sa respiration. Les viseurs du Garand étaient réglés pour 275 mètres, mais McKinney avait passé des années à tirer sur des cibles en mouvement dans les forêts de Géorgie. Il comprenait instinctivement la compensation de trajectoire. Il devança légèrement la cible et tira. Le soldat tomba. McKinney traita méthodiquement le reste de la ligne d'assaut. Tir, déplacement, visée, tir, déplacement, visée. L'action semi-automatique du Garand lui permettait de maintenir un rythme de tir régulier. 5 des 8 soldats japonais tombèrent avant d'atteindre une couverture. Les 3 restants se retirèrent dans la jungle. Le schéma se répéta 6 fois de plus au cours des 30 minutes suivantes. Les soldats japonais avançaient par petits groupes. McKinney les engageait à distance. Certains groupes se retiraient, d'autres poussaient vers l'avant. McKinney continuait à bouger entre les positions, ne restant jamais au même endroit plus de 2 minutes. Il rechargeait constamment le Garand. Le système de chargeur en bloc du fusil permettait des changements de magasin rapides. McKinney tirait ses 8 cartouches, éjectait le chargeur vide et insérait un nouveau en moins de 4 secondes.
C'était plus rapide que les fusils à verrou que les tireurs d'élite japonais utilisaient. Cela donnait à McKinney un avantage de cadence de tir, qui compensait d'être en infériorité numérique. À 5h45 du matin, McKinney était derrière une termitière à 27 mètres de sa position originale. La termitière s'élevait à 1,50 m et fournissait une excellente couverture. McKinney avait dépensé 6 chargeurs, 48 cartouches. Il avait sécurisé plus de munitions du dépôt de ravitaillement, mais les bandoulières étaient maintenant dispersées à travers 3 positions différentes. S'il devait se retirer plus loin, il perdrait l'accès à ses munitions. McKinney décida de tenir cette position. La termitière offrait une observation à 360 degrés. Il pouvait voir toute l'approche de la jungle au périmètre. 3 soldats japonais apparurent à 41 mètres. Ils se déplacèrent rapidement, sprintant à travers le terrain découvert entre la lisière des arbres et la position de McKinney. C'était une tactique différente, la vitesse au lieu de la furtivité. McKinney tira sur le premier homme à 36 mètres, le second homme à 32 mètres. Le troisième homme atteignit un gros rocher à 14 mètres de la position de McKinney avant que McKinney puisse lui tirer dessus. Le soldat japonais avait une grenade. Il retira la goupille et se prépara à lancer. McKinney tira. La balle frappa le soldat dans la poitrine. L'homme tomba en arrière. La grenade tomba de sa main. Elle explosa 3 secondes plus tard, le tuant instantanément et créant un cratère dans le sol autour du rocher. McKinney entendit des voix derrière lui, des voix américaines. Les renforts arrivaient du quartier général de la compagnie à 180 mètres en arrière. Une escouade de 8 hommes atteignit la position de McKinney à 6 heures du matin. Ils avaient été envoyés en avant quand la position de la mitrailleuse était devenue silencieuse. Le chef d'escouade voulait savoir si McKinney était blessé. McKinney dit qu'il était opérationnel. Le chef d'escouade déploya ses hommes en arc défensif autour de la termitière et envoya un coureur au quartier général pour rapporter la situation. L'assaut japonais se brisa à 6h15 du matin. La force attaquante avait subi des pertes catastrophiques. Les survivants se retirèrent dans la jungle vers les montagnes Sierra Madre. L'escouade américaine poursuivit sur 80 mètres, puis revint sécuriser le périmètre. McKinney resta à la termitière. Il avait encore 4 chargeurs de munitions dans ses pochettes, 32 cartouches. Il rechargea le garand avec un chargeur neuf et attendit les ordres. À 7 heures du matin, avec la pleine lumière du jour révélant le champ de bataille, une patrouille compta les corps. 38 soldats japonais morts furent trouvés autour de l'emplacement détruit de la mitrailleuse. 2 autres furent trouvés à côté d'un mortier à genouillère type 89 à 41 mètres de l'emplacement de l'arme. Le décompte total confirmé était de 40. La patrouille trouva aussi des preuves que des soldats japonais blessés avaient été emportés pendant le retrait. Le décompte réel des pertes était probablement plus élevé, mais seuls les corps confirmés furent enregistrés dans le rapport post-action. La compagnie A avait perdu 3 hommes tués et 7 blessés pendant l'assaut. Les Japonais avaient concentré leur attaque sur la section de McKinney du périmètre. Si cette section s'était effondrée, toute la défense de la compagnie aurait été compromise. La compagnie consistait en 127 hommes au moment de l'attaque. La percée japonaise leur aurait permis de rouler les positions américaines depuis le flanc. Les pertes de la compagnie dans ce scénario auraient été catastrophiques. Le commandant de bataillon estima que les actions de McKinney avaient les sauvé directement entre 50 et 70 vies américaines et empêché l'effondrement de tout le périmètre défensif, ce qui aurait mis en danger les 190 hommes restants dans les positions adjacentes. McKinney fut promu sergent et recommandé pour la médaille d'honneur. Les recommandations citaient sa capacité de combat extraordinaire pendant l'engagement de 36 minutes de 5h09 du matin à 5h45 du matin. La citation notait que McKinney avait tué 40 soldats ennemis par une combinaison de tirs au fusil, à des portées de boue portant à 55 mètres et de combat corps à corps, utilisant son fusil comme massue. L'action démontra l'efficacité du tir de précision individuelle et de la discipline de tir rapide contre des forces numériquement supérieures. La médaille d'honneur fut présentée au sergent McKinney par le président Harry Truman le 23 janvier 1946 à la Maison-Blanche. McKinney avait 25 ans. La cérémonie fut brève. Truman demanda à McKinney ce qu'il prévoyait de faire après l'armée. McKinney dit qu'il avait l'intention de retourner dans le comté de Screven et reprendre la chasse et la pêche. Truman lui dit que l'Amérique avait besoin d'hommes comme lui.
McKinney remercia le président et retourna en Géorgie 3 semaines plus tard. McKinney ne se maria jamais. Il passa les 51 années suivantes dans le comté de Screven, vivant comme il l'avait fait avant la guerre. Il chassait le cerf et la dinde dans les mêmes forêts de pins où son père lui avait appris à tirer. Il pêchait la rivière Savannah et ses affluents. Il évitait les apparitions publiques et déclinait la plupart des invitations aux réunions d'anciens combattants et aux cérémonies militaires. Quand des journalistes le trouvaient occasionnellement et lui demandaient au sujet du 11 mai 1945, McKinney disait seulement qu'il avait fait ce qui était nécessaire et qu'il voulait oublier la guerre. En 1995, les anciens combattants de la 33e division d'infanterie organisèrent une réunion du 50e anniversaire. Ils eurent des difficultés à localiser McKinney. Il n'avait pas de téléphone. Il ne répondait pas aux lettres. Finalement, un ancien combattant qui avait servi avec la compagnie A conduisit jusqu'au comté de Screven et localisa McKinney par l'intermédiaire de chasseurs locaux qui le connaissèrent. McKinney accepta d'assister à la réunion. Il rencontra les hommes avec qui il avait servi 50 ans plus tôt. Ils lui demandèrent au sujet du combat à la baie de Dingolan. McKinney dit qu'il ne se souvenait pas de tous les détails. Il se souvenait du sabre frappant sa tête. Il se souvenait de la mitrailleuse étant capturée. Il se souvenait de tirer et recharger et bouger entre les positions. Le reste était fragmenté. Les anciens combattants dirent à McKinney qu'il avait sauvé leur vie. McKinney dit qu'il était content qu'ils aient été survécus. L'État de Géorgie désigna la route d'État 21 à travers le comté de Screven comme l'autoroute de la médaille d'honneur John R. McKinney, en 1995. McKinney assista à la cérémonie de dédicace. Il parla pendant 3 minutes. Il remercia l'État pour l'honneur. Il dit qu'il espérait que les jeunes gens se souviendraient que le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. Il dit que les hommes qui moururent à la baie de Dingolan méritaient d'être rappelés plus que les hommes qui survécurent. John R. McKinney mourut le 5 avril 1997 dans le comté de Screven en Géorgie. Il avait 76 ans. Il fut enterré avec tous les honneurs militaires au parc mémorial Hillcrest. Des anciens combattants de la 33e division d'infanterie assistèrent aux funérailles. L'aumônier lut la citation de la médaille d'honneur. La garde d'honneur tira 3 salves. Un clairon joua la sonnerie aux morts. Le fusil M1 Garand de McKinney fut placé sur son cercueil avant qu'il soit descendu en terre. Le fusil qui avait tiré 40 cartouches en 36 minutes le 11 mai 1945. Le fusil qui avait matraqué 3 soldats japonais à mort quand les munitions et le temps s'épuisèrent. Le fusil qu'un chasseur de Géorgie avait utilisé pour sauver 190 hommes qu'il connaissait à peine dans une jungle à 12 800 km de chez lui. Le fusil qui prouva qu'un soldat individuel, avec un entraînement approprié et une volonté suffisante, pouvait changer l'issue d'une bataille contre des probabilités écrasantes. Les actions de McKinney à la baie de Dingolan devinrent une étude de cas en tactique de petites unités à l'école d'infanterie de Fort Benning. L'engagement démontra la valeur du tir semi-automatique rapide, l'importance des changements de position sous le feu et l'efficacité de l'action individuelle agressive quand les positions défensives sont compromises. La leçon soulignée aux générations d'officiers d'infanterie était simple. Quand la situation est désespérée et que l'aide ne vient pas, un seul soldat avec un fusil et la volonté de l'utiliser peut tenir une position contre des forces 10 fois supérieures en nombre. Pas par l'héroïsme tel que traditionnellement compris, pas par l'absence de peur ou une capacité surhumaine, mais par l'application de compétences fondamentales apprises dans les forêts de l'enfance. Tirer sur des écureuils qui bougeaient trop vite pour une visée soigneuse. Tirer sur des dindes qui apparaissaient et disparaissaient en secondes. Apprendre à faire confiance à l'instinct plutôt qu'à la délibération. Apprendre à recharger plus vite que la pensée. Apprendre que la survie en combat rapproché nécessitait de toucher la cible avant que la cible ne vous touche. McKinney avait apporté ses compétences des forêts de pins de Géorgie aux jungles de Luzon. Les principes restèrent les mêmes. Le mouvement attirait l'attention. L'immobilité fournissait l'avantage. La vitesse battait la précision à courte portée. Le tir rapide supprimait l'action ennemie assez longtemps pour créer une opportunité. Les changements de position empéguisent les solutions de ciblage ennemi. L'agressivité perturbait la planification ennemie. Le 11 mai 1945, ces principes sauvèrent 190 vies américaines. L'assaut japonais sur la baie de Dingalan fut repoussé. La compagnie atteint sa position.
Le 123e régiment d'infanterie maintint son périmètre défensif. La 33e division d'infanterie continua ses opérations sur Lauson. La campagne procéda comme prévu. La guerre avança et dans l'obscurité précédant l'aube de ce matin de mai, un chasseur de Géorgie avec un M1 Garand s'était tenu seul contre 100 attaquants et avait refusé de céder le terrain que 190 hommes comptaient là sur lui pour tenir. Il le tint. Le prix fut 40 Japonais morts et une cicatrice peu profonde à travers son cuir chevelu d'un sabre qui aurait dû le tuer mais échoua.